Bonsoir. Bon, alors, on relâche progressivement au Québec et en Ontario, progressivement, mais quand même relativement lentement. Mais en même temps, Ottawa dit, ben, c'est pas tout à fait le temps de relâcher. Les variants pourraient se répandre à vitesse grand V. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les variants sont plus contagieux que la souche originale chez les adultes, mais également chez les enfants. Donc, c'est comme si on avait un feu, si vous voulez, des braises dans un feu qui reste incandescente et qui, au moindre coup de vent, pourrait, en fait, le moindre coup de vent pourrait ranimer le feu et brûler toute la forêt, si je peux dire. Donc, dans ce contexte, il faut faire très attention et respecter scrupuleusement les mesures, les gestes barrières, les mesures sanitaires pour éviter de se retrouver avec ce feu de broussailles et une hausse des cas en quelques jours ou quelques semaines qui pourrait monter à 4 ou 5 000. Est-ce que vous diriez donc qu'il ne faut pas rouvrir progressivement, présentement, comme on est en train de le faire tranquillement, même si on parle quand même d'attendre après la semaine de relâche pour la suite des choses? Est-ce qu'on devrait mettre un cran d'arrêt maintenant? Mais en fait, il faut faire attention, oui, parce que tant qu'on n'a pas une bonne partie de la population qui est vaccinée, on a toujours ce risque que les variants se propagent. Et en fait, j'attendrai en plus au-delà de la semaine de relâche, c'est-à-dire j'attendrai 2 semaines après la semaine de relâche pour voir l'impact de la semaine de relâche sur la propagation des variants et sur la transmission communautaire. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention et il faut attendre qu'on ait une bonne partie de la population vaccinée avant de pouvoir se permettre de réouvrir. Pourrions-nous quand même rouvrir les salles de spectacle, les théâtres, puisqu'on le fait déjà pour les salles de cinéma? Mais là encore, si on pouvait ajouter par exemple un filet de sécurité supplémentaire, un outil supplémentaire comme les tests rapides antigéniques, on pourrait s'assurer qu'en en les faisant passer, avant de faire rentrer les gens dans une salle de spectacle, on pourrait s'assurer qu'on ne fait pas rentrer d'hyper contagieux dans la salle. Dans ce contexte, on aurait un espèce d'outil, un filet de sécurité supplémentaire. Mais le gouvernement du Québec, pour l'instant, ne veut pas faire passer aux asymptomatiques, qui pourtant sont à l'origine d'environ 50% des éclosions. Donc, dans ce contexte, il vaut mieux restreindre les ouvertures. Vous parlez des asymptomatiques en ce moment. On présume qu'ils sont à l'école également. Les enfants sont, pour la plupart, asymptomatiques. Donc, comment on doit gérer cette situation si on maintient les écoles ouvertes? De toute façon, on participe à une contagion, en quelque sorte. C'est sûr que les écoles, en fait, sont les milieux où on a le plus d'interactions actuellement et c'est important de les garder ouvertes. Par contre, je salue les directeurs de santé publique qui ont fermé les écoles à la moindre suspicion de variants, puisque, en fait, quand on ferme une école, ça a un énorme impact économique et social pour les parents, pour la communauté, mais la valeur des impacts négatifs, en fait, est inférieure quand même à la valeur des bénéfices associés au fait de stopper la propagation du variant. Donc, dans ce contexte, il faut continuer de maintenir les écoles ouvertes et, si possible, ajouter des mesures de sécurité comme les tests rapides antigéniques. En Californie, ils le font d'ailleurs. Tous les enfants passent en Californie 2 fois par semaine un test rapide avant de rentrer à l'école. Cela dit, est-ce qu'on arrive tout près d'un coup de barre, en quelque sorte? Parce que là, il y a 640 000 vaccins qui arrivent cette semaine au Canada. Est-ce que c'est suffisant pour renverser la tendance? Mais en fait, je me sentirai plus, disons, rassurée quand on aura vacciné nos 1,7 million de personnes de 65 ans et plus au Québec ou 7 millions de personnes de 65 ans et plus au Canada. Et selon le calendrier vaccinal, ça devrait arriver fin avril. Mais il faut quand même savoir que parmi la population active, les 20-60 ans, certains développent des symptômes graves, d'autres des symptômes un peu plus légers, mais sont forcés de rester avec les symptômes grippaux au lit pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, ce qui fait qu'en fait, ça a quand même un impact sur l'absentéisme au travail, la productivité, et particulièrement s'il y a une éclosion dans les industries manufacturières. Donc, au moins attendre jusqu'à la fin avril, et après voir en fonction du nombre de prévalents, en fait, de la prévalence des variants et de la transmission communautaire, si on peut réouvrir. Mais quand on s'intéresse, comme vous le faites, là, aux équilibres, aux coûts-bénéfices, dès lors qu'on a vacciné les 60-65 ans et plus, est-ce qu'on a raison d'imaginer qu'on lève l'essentiel des restrictions à partir de ce moment-là? Moi, j'attendrai quand même encore qu'on ait pu vacciner 60 ou 70% de la population parce que, comme je vous disais, les 20-60 ans, la population active va pouvoir attraper les variants si on lève les variants ou la souche originale, si on lève les restrictions. Et on risque d'avoir, comme je vous disais, une très grande transmission communautaire parmi cette tranche-là de la population et donc beaucoup d'absentéisme et de perte de productivité. Mais qui ne se transmet pas nécessairement par une pression sur le système de santé si les hospitalisations sont en baisse et les décès sont en baisse.
Je présume qu'on peut vivre avec ça? Mais il faut faire attention quand même, parce que les études commencent à montrer, du moins pour le variant anglais par exemple, le Premier ministre anglais le disait, que le variant peut faire en fait en sorte que les gens développent des symptômes plus graves et soient plus hospitalisés, même parmi les 20-60 ans. Donc, c'est pour ça que je préfère appliquer le principe de précaution et essayer D'accord. d'arriver plutôt à une atteinte maximum de la vaccination. Dernière question. Aujourd'hui, Marty Makary, pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours, professeur à la Johns Hopkins School of Medicine, a dit que l'immunité collective sera atteinte en avril aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup plus de cas que les infections rapportées. Il y a des gens vaccinés. On arrive pratiquement à 70 d'immunité, selon lui, fin avril. C'est possible? Mais la situation des États-Unis est différente de celle du Canada. Il a raison qu'il y a très certainement eu beaucoup plus de gens qui ont eu la COVID, d'autant plus qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques. Mais aux États-Unis, il y a eu beaucoup plus de contamination qu'au Canada et beaucoup plus de décès. Par ailleurs, même si le taux d'infection a énormément baissé aux États-Unis, ils ont aussi appliqué beaucoup de gestes barrières, plus de masques, par exemple, que cet automne. Finalement, il y a beaucoup plus de personnes qui sont vaccinées aux États-Unis actuellement. En fait, il y a beaucoup plus de personnes tous les jours qui sont vaccinées aux États-Unis, ce qui va continuer de limiter dans une certaine mesure la transmission communautaire. Donc, aux États-Unis, peut-être, mais au Canada, c'est pas certain que ça sera acquis en avril. Merci beaucoup. Merci bien, très clair.